C'est vrai que les gens n'achètent pas les immobiliers pour spéculer en disant que non, les prix peuvent augmenter. C'est pas la réalité, les prix peuvent aussi redescendre un jour. Salut, je suis Joël, bienvenue sur le podcast Mes finances et moi, le podcast pour tes finances privées. Victor, le co-hosteur du podcast et moi, pensons que parler des finances privées permet de se discipliner à dépenser moins, épargner plus et mieux investir. Dans ce podcast, nous échangerons avec vous comment vous pouvez le faire vous-même sans l'aide de personne. Salut à tous, aujourd'hui nous avons un invité spécial pour notre podcast. Nous allons parler aujourd'hui de l'investissement dans l'immobilier, principalement en Allemagne. En Allemagne, 45% des habitants sont des propriétaires, la majorité sont des locataires. Quand on compare à d'autres pays comme la France, là où 62% sont propriétaires, ou bien la Belgique, où jusqu'à 72% sont des propriétaires, l'Allemagne reste en Europe l'un des derniers de la classe. Alors aujourd'hui, on va parler avec un spécialiste de domaine, quelqu'un qui a de l'expérience ici en Allemagne dans l'investissement immobilier. Alors, il s'appelle Steve. Alors Steve, on s'est connus, je crois qu'on se connaît, nous avons étudié ensemble. Pas forcément la même filière, mais dans la même ville, à Kaiserslautern. Donc, et si je me rappelle bien, du moins, je crois que la première fois là où je te vois poster sur l'immobilier, c'est dans les années, je crois, les années 2018, sur ta page Facebook, un truc de ce genre. Et du moins, j'observais la chose encore à distance. Parce que bon, je me disais parce que bon, après, sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens portent. Mais je pense qu'aujourd'hui, je t'ai suivi plusieurs fois parler de l'immobilier et tu es l'un des rares qui, dans sa pédagogie d'en parler, dans sa manière d'en parler, essaye d'expliquer, essaye d'en parler de manière démocratique, sans forcément jouer comment on dit, en langage parlé, au m'as-tu vu. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à tout prix à t'inviter pour parler dans mon podcast, qui est d'ailleurs le premier interview que j'ai fait avec un spécialiste de domaine qui va, ensemble comme ça, on va décortiquer le business de l'immobilier en Allemagne. Bonjour Steve. Oui, bonsoir, moi c'est Steve Meny, résident à Stuttgart et travaillant comme ingénieur dans l'automobile, marié et père d'un enfant. Et parallèlement à mon boulot d'ingénieur, j'ai investi dans l'immobilier locatif. Alors, j'ai une première question pour toi. Comment es-tu arrivé dans le domaine de l'immobilier? Bon, je tombe vraiment, il faut dire, bon, quand j'ai commencé à travailler, je trouvais 40 heures par semaine vraiment ennuyeux. Bon, surtout quand tu n'as pas de famille, quand tu n'es pas encore marié, tu es seul, tu rentres à la maison, il est 17 heures, aux moins tu peux pas dormir 24 heures, tu vois que mettre. Et quand tu regardes même le salaire, après 6 mois, tu n'es plus trop vraiment enthousiasme comme au début, quand tu avais ton premier salaire, tu te disais que wow, tu comprends qu'en réalité, l'argent est même petit. Quand tu commences à regarder même les prix des maisons, tu comprends que si tu veux me t'offrir un appartement, ça ne pas si évident que ça. Donc, j'ai commencé à regarder des sources alternatives. Par exemple, comme faire la carrière. Bon, après, j'ai dit que bon, j'ai laissé, j'ai commencé à investir. J'ai investi d'abord dans le P2P, avec les Oxymony et tout ça. Après, sur le hasard des choses, au Challenge Camerounais, j'ai rencontré TNT Immobilier qui m'a parlé de l'immobilier, le concept. J'ai trouvé le concept assez simple et facile pour chacun. Et quand j'ai causé avec mon grand qui est ici à Stuttgart, donc, qui est mon mentor dans la vie, il m'a conseillé que si je pense que je peux faire, que je me lance, quoi. Parce que lui, il avait déjà peut-être 2 appartements à son propre compte. Il m'a dit que c'est l'erreur que lui, il avait fait à son temps. Il n'a pas pu saisir toutes ces opportunités, qu'il puisse me lancer. C'est pour ça que j'ai recontacté TNT Immobilien pour voir comment ça peut fonctionner avec lui. Bon, il m'a invité chez lui. Bon, moi, je fonctionne souvent. C'est vrai qu'il y a souvent les faits qu'il faut regarder, mais je regarde aussi souvent la personne, quoi. Et avec lui, c'était un grand frère très simple, très modeste, qui était vraiment, je disais, vraiment impressionné, hein, il faut dire la vérité. Quand je suis arrivé chez lui, quand tu vois d'abord sa villa là, dans laquelle il vit, et qu'il te parle de façon simple, il peut parler des trucs comme on a souvent l'impression que les Camerounais qui sont un peu percés, ils sont un peu arrogants, très simple. Il te prend là. Je suis conscient qu'il me parle du business parce qu'il veut me vendre les maisons. Mais il y a la façon quand quelqu'un te vend, même, tu es fier d'acheter.
Donc, c'est pour ça que j'ai acheté mon premier appartement avec lui Bon, on s'est rencontrés au Tchad en 2014. J'ai acheté mon premier appartement en fin 2015. Ça a quand même pris du temps, il faut dire. Mais voilà. Dit sur Ox Money. Juste une petite parenthèse pour que nos auditeurs puissent comprendre ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que tu as appris du P2P crédit, Bon, de j'ai les appris que crédits P2P? P2P crédit, bon, P2P, c'est d'abord le crédit entre les privés, quoi. C'est juste une plateforme qui permet aux gens qui n'ont peut-être les mauvaises choux, du moins qui n'ont pas la possibilité d'avoir des crédits dans les institutions bancaires, d'avoir accès au crédit. Par exemple, quelqu'un qui va acheter peut-être, je sais pas, une cuisine, il a une mauvaise chauffe-eau, bien, je sais pas, autre chose. Il peut venir là-bas prendre un crédit. Ça a des taux très, très élevés puisque les conditions sont faibles, donc les taux sont élevés à moins de 10%, disons. Donc, moi, j'investissais là-bas. J'avais un truc automatisé que j'investissais autour de 200 euros là-bas. À moins, j'avais 10% de rendement. Mais le risque était aussi très élevé. Le premier, c'est que les plateformes pouvaient fermer. Et les deux aussi, il y avait des gens qui ne remboursaient pas. Et c'était la plupart des gens qui sont là-bas insolvents. Donc, même qui ne remboursent pas, c'est difficile. Mhm. Et c'est un truc qui pourrait rembourser, mais il fallait investir beaucoup. Mais c'est quand tu investis 200 euros pour que ça donne vraiment quelque chose, c'est lent. Voilà. Ouais, ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai Et, arrêté tout ça. donc tu n'as pas arrêté parce que tu as perdu l'argent, mais parce que pour toi le risque en gros dans ça a été élevé. J'ai eu à perdre, mais quand je vois la moyenne avec ce que j'ai gagné, j'ai peut-être je suis sorti peut-être avec un rendement de 7%, comme ça en moyenne. Parce que j'ai assez perdu. Mais comme le rendement était tellement élevé, ça fait que ça se Mhm. compensait. Parce que les pertes n'étaient Ok. pas aussi si énormes que ça. Ouais, bon, 7%, c'est pas aussi mal, hein. Donc c'est très bon même. Vu vu les taux d'intérêt aujourd'hui, c'est vraiment très bon. C'est très bon, super. Bon, tu as parlé de Choufa, là, je fais juste un petit résumé. La Choufa, pour ceux qui nous écoutent, en fait, c'est une entreprise ici en Allemagne qui étudie ou bien qui calcule la solvabilité des gens qui prennent le crédit. Et donc, du coup, presque les entreprises s'échangent les données sur votre personne. Par exemple, si vous prenez un crédit à une banque, la banque signale à la Choufa, qui est une entreprise, que vous avez pris un crédit, le montant de votre crédit. Et lorsque vous avez fini de payer ce crédit-là, que vous avez fini de payer, et si vous ne payez pas ce crédit, c'est marqué que vous n'avez pas payé ce crédit. Du coup, quand vous voulez prendre un autre crédit ou bien prendre un contrat sur le long terme, les entreprises vont assez souvent vérifier à la Choufa. Il y a aussi d'autres entreprises qui étudient la solvabilité des gens. Vont comparer à la Choufa si vous êtes un bon payeur. Et donc, si vous êtes un mauvais payeur, très probablement, vous n'allez pas recevoir des crédits. Et plus vous avez les crédits, et le paradoxe même avec la Choufa, c'est que plus vous avez le crédit et que vous payez, vous avez une meilleure solvabilité que quelqu'un qui n'a jamais pris le crédit. Ouais, Ça, c'est ça. c'est quand même ça, c'est quand même très intéressant avec ce principe, ce principe-là. Donc, si vous voulez si vous comptez prendre un crédit dans quelques années, il serait peut-être intéressant de prendre un crédit maintenant et commencer à le payer pour qu'on puisse déjà connaître quel genre de personne vous êtes. Ça pourrait aider. Parfois, c'est certains conseils que certains conseillers donnent. Bon, est-ce que ça vaut la peine? Je ne veux pas me pencher plus loin, plus loin là-dessus. Alors, Steve, après maintenant, tu quittes de P2P parce que tu penses que le crédit, le risque de ce business-là, de l'emprunt au privé est un peu élevé, malgré la bonne rentabilité avec laquelle tu sors. Et tu décides de te lancer dans l'immobilier avec ton mentor. Quel était le but? Ton but, c'était dit quoi? OK, 7%, c'est trop petit, je veux être riche là demain, je veux dans 2 ans être capable de rouler en Bugatti. Non, bon, je suis quitté P2P parce que il faut dire, pas que 7% était petit, mais juste que le risque était élevé. Et vu que là, j'étais pas prêt à mettre, peut-être si elle me disait que ok, chaque mois, je mets 1000 euros dedans. Mais mentalement, j'étais pas prêt à mettre 1000 euros vu le risque. Donc, elle voit que bon, je vais mettre 100 euros, 200 euros, je trouvais ça vraiment. Et le travail qu'il y avait derrière de chercher le crédit, quel crédit il devait faire, c'est vrai que c'était automatisé, mais bon, Et moi, ça ne qu'est-ce qui m'attachait t'amène pas, quoi. dans l'immobilier? Qu'est-ce qui t'amène? Que tu veux? Qu'est-ce que, aujourd'hui, même, bon, pas seulement à l'époque, quel était ton objectif à l'époque et quel est ton objectif aujourd'hui d'investir dans Bon, l'immobilier? l'objectif était très simple. C'était juste que, ok, tu prends un appartement, un locataire en bourse, et tu te construis ton patrimoine à long terme, doucement, doucement. Et au début, je m'étais fixé l'objectif simple d'avoir 10 appartements avec un taux d'endettement d'1 million d'euros. Avec toujours mon rêve que, ok, s'il arrive que je paye tout ce que j'ai, ça veut dire que je peux savoir que je peux mourir millionnaire. En fait, c'était très simple. C'était pas un truc trop rêveur, genre, non. C'était ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le temps, j'ai appris d'autres choses. Ça fait que j'ai dit que, ok, bon, je peux plus rêver plus grand. Donc, aujourd'hui, j'ai ajouté maintenant cette partie du cash flow, c'est-à-dire après avoir payé le crédit, ce qui reste
dans la poche, d'avoir 10 000 euros par mois pour pouvoir avoir cette liberté-là d'exercer d'autres activités ou bien de choisir le genre de boulot que je peux faire. Bref, d'avoir cette garantie financière-là. Voilà. Je vois, je vois. Donc, pour toi, c'est important d'avoir un... Bon, pour ton but, jusqu'à présent, c'est d'avoir un certain... Je veux pas dire... J'aime pas trop le mot liberté financière parce que dedans, on aime Moi, je n'aime mettre pas ça, beaucoup c'est de très choses. compliqué, on ne sait pas ce que ça veut dire. On sait pas vraiment ce que ça veut dire. Mais du moins, c'est d'avoir une certaine quantité des moyens financiers à ta disposition pour pouvoir construire ta vie comme tu le souhaites, quitte à se quitter du boulot du jour au lendemain, ou dire, Voilà, OK, ouais. je fais 2, 3 ans d'années sabbaticales parce que je veux me l'offrir, parce que je Voilà, rêve voilà. de ça, et ainsi de suite. Bon, moi, j'appelle ça, entre guillemets, le fuck you money, parce que j'aime bien cette expression-là, parce que je me rappelle, moi, quand j'étais étudiant, je ne pensais pas pour fuck you money, je pensais fuck you, comment on appelle ça? Fuck you, on me dit quoi? En fait, mon but, parce que quand tu es étudiant, tu as fait tous tes travaux d'étudiant, là, pour ça, tu travailles dur, tu te réveilles très tôt, après tu vas au cours, tu arrives même là où tu fais ton boulot, peut-être tu rencontres les collègues qui ne te plaisent pas, parfois sont des racistes, parfois ne t'aiment pas du tout, pour X autres raisons, ou bien qui croient que tu viens prendre le boulot. Et du coup, moi, chaque fois que je faisais mon partie de mon job d'étudiant, je me disais, il faut que je me forme si bien que je ne puisse pas faire ce boulot-ci, parce que c'est un boulot de merde, une chose, et si bien que lorsque j'aurai trouvé un boulot, je sois tellement bien formé que à tout moment, je peux quitter mon emploi. Mhm, Pour moi, c'était très important. C'est pour ça que moi, très tôt, moi, personnellement, très tôt, dès que à l'école, je faisais tout ce qui pouvait être extra pour moi. Juste parce que je voulais avoir assez de connaissances. Et même quand j'ai commencé au boulot, j'étais dans presque tous les Vita Build. Donc, les Vita Build sont les formations professionnelles qu'on fait. Et bon, je ne veux pas trop parler de ma personne, mais c'était en fait ce concept. Mais aujourd'hui, je ne suis plus dans ce mindset-là de dire je veux faire les formations pour être l'expert du domaine, mais je dis je veux avoir l'argent pour pouvoir décider de faire ce que je veux, quand je veux et qui je veux, peu ouais, ouais. importe ma situation. Moi, Et quoi, je c'est mon pense que ça, mindset avant. C'est exactement ce que oui, je veux. ça Pas être c'est ça. très riche, pas, mais avoir vraiment dit qu'ok, le strict minimum, tu peux vraiment l'assurer sans vraiment être obligé d'aller travailler quelque part. Exactement. Ouais. Et quand est-ce que tu as acheté ton premier immeuble? En quelle année? Mon premier appartement, je l'achète en 2015. Mhm. Ouais. Peut-être fin 2015 comme ça. Du moins, si j'achète deux appartements direct sur un coup, hein, à l'époque, à Wow. 155 000 euros. Mhm. Oui, j'étais à 155 000 euros. Bon, aujourd'hui, je regrette même parce que le grand ce jour, il me proposait, je pouvais m'acheter 5 cette année-là. Mais Mhm. toujours cette façon de trembler là, il me disait toujours la même chose, que ceux qui font comme ça, 2 ans après, regrettent toujours pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas acheté plus. Mais je me disais toujours que comme dès matin, il y avait toujours cet argument que bon, tu es quand même commerçant avant tout, donc, donc même quand il me disait des choses, même s'il croyait, j'essayais quand même de faire la part des choses. Ouais, je Donc vois un j'ai peu. pris 2 appartements à l'époque à rue Sessam à 155 000 euros. Mhm. Et tu Voilà. les as toujours aujourd'hui? Ouais, ouais, c'est vraiment des appartements. Il n'y a aucun regret vraiment sur ça. Ah, super, Parce que quand super. tu. Voilà, il n'y a vraiment aucun regret sur ça. Et comment ça s'est passé le premier appartement? Il t'a accompagné, vous avez regardé un objet, il a fait tout pour toi, tu as juste sorti l'argent ou bien comment Bon, ça il s'est faut passé? dire qu'il a tout fait pour moi. On est parti, on a vu l'objet. Mais il faut dire, quand quelqu'un achète son premier appartement, qu'elle ne s'est pas vraiment formé, il ne connaît rien. Voilà, même qu'elle a suivi quelques vidéos sur YouTube, soit tu as un mentor qui t'explique les choses, soit tu ne connais rien. Voilà. Donc, en réalité, toute la confiance était basée sur lui. La seule chose qui m'avait montré, c'était les chiffres, que voilà les chiffres. Quoi qu'à l'époque, quand, quand je remettais les crédits, il me restait peut-être 100 euros de cash flow. Donc, c'était ça. On a vu l'appartement, le crédit, c'est lui qui a cherché avec la banque. On est parti chez le notaire, je suis parti. Je crois que j'ai même passé la nuit chez lui. Pourquoi on parte le lendemain? Parce que le grand fait que quand même, c'est un bon commerçant, disons. Donc, il met vraiment les moyens en jeu pour que tu, voilà. On est parti chez un notaire que c'est lui qui avait cherché, la banque c'est lui qui avait cherché. Comme je dis, au début, je savais que tout ce que je voulais, c'est de commencer le business et avoir une certaine petite assurance. Cette petite assurance, il me la donnait. Mais je savais qu'une fois que j'ai cet appartement, là, mon devoir maintenant, c'est de bien me former. Donc voilà, je ne me posais pas trop de questions. Et quand j'ai calculé, j'essayais de voir le risque. Qu'est-ce que peut être le worst case? Je vois que même c'est comment je peux perdre de l'argent si ça ne marche pas, mais je ne peux pas devenir insolvent en Allemagne à cause d'un appartement de 155 000 euros. Je savais que, ok, même c'est chilim que ça fait comme peut-être peut vendre l'appartement à 120 000 euros, j'aurais peut-être une dette de 30 000 euros. Ça ne sera pas vraiment la fin de ma vie là-bas. Donc, c'était vraiment ça qui était dans ma tête. Ce n'était pas que j'étais en train de rêver que non, j'ai un appartement en Allemagne et j'ai reçu ma vie. Non, c'était pas ça.
Donc ça, c'est un bon mindset lorsqu'on commence le business, je pense aussi. Je veux dire, déjà, tu te décides que je m'en pas à pas. Certes, il y a possibilité de prendre 5 appartements, comme tu disais, mais tu dis que non, je m'en pas à pas pour question pour moi-même de me former, de comprendre même dans ce que je suis en train de faire. Et aussi, ce n'est pas mettre des attentes très haut. Parce que généralement, Ouais, c'est souvent ce que lorsqu'on veut commencer, on se met déjà des attentes tellement haut, on veut tout comprendre jusqu'au moindre détail. Et à la fin, finalement, tellement on veut tout comprendre, même dans qu'à la fin, on ne fait même rien. Parce qu'on se dit qu'il y a encore un truc qui n'est pas encore compris. ouais. Donc pour moi, c'était comme ça. J'avais vraiment pas compris très grande chose. Mais bon. Et aujourd'hui, quel type d'immobilier tu as parlé des appartements, maintenant, est-ce que tu as les maisons? Quel type, dans ton portefeuille aujourd'hui, 2021, quel type d'immobilier as-tu dans ton Bon, portefeuille? j'ai j'ai les appartements. C'est vrai que depuis un certain temps, je ne regarde plus les appartements. J'achète maintenant plus de maisons avec plusieurs appartements parce que ça présente beaucoup d'autres avantages que les maisons ne présentent pas. Surtout quand tu arrives à un certain niveau, que tu maîtrises déjà beaucoup la fiscalité, le financement, les rénovations. Là, tu peux optimiser. C'est vraiment avec ça qu'on crée du patrimoine. Avec les appartements, c'est pas mauvais parce que là-bas, au moins, tu as cette liberté que tu as un appartement, le risque est moindre parce que si, par Mhm, exemple, le toit se gâte, c'est tous les propriétaires qui vont cotiser. Or, quand tu as une maison, tout est à ta charge, donc c'est un peu plus de risque. Mais dans la maison, tu peux décider quand est-ce que tu fais tes travaux, comment tu optimises certaines choses. Donc, vraiment, tu as beaucoup d'autres possibilités. Donc, moi, je me concentre juste sur des maisons aujourd'hui, sur des maisons avec plusieurs appartements. Mais je mhm, conseille à quelqu'un qui commence toujours de commencer avec les appartements parce que le risque est réduit. Et même la marge de financement, parce que du moins, si tu es dans Stuttgart, tu vas commencer à acheter des maisons. On mhm. parle déjà des choses. Moi, j'ai payé une maison qui a coûté moins de 800 000. Donc, nous sommes déjà dans des marges vraiment des chiffres très élevés. Wow. Voilà, tu es dans 800 000. 500 000, c'est vraiment si tu veux que tu payes un peu très bas. Mais sinon, il faut dire, au début, c'est difficile de voir une banque qui va te donner 800 000. Ça, franchement. Oui, c'est vrai quand même. C'est ta première fois si tu vas te Ouais, lancer. c'est vraiment très difficile de trouver une banque. Oui. Alors, moi, j'ai déjà les banques qui disent que, OK, on travaille ensemble. Toi, tu as ta marge. J'ai une banque qui me dit que OK, tu as 1 500 000 pour voir ta possibilité. Mhm, L'autre me dit tu as 1 mhm, 200 000. Donc, quand je cherche mhm, la maison, c'est que je cherche sur cette marge. Si je suis au-dessus, c'est que c'est mort. mhm. Voilà. Donc, aujourd'hui, ta stratégie d'investissement, si je comprends bien, c'est OK, tu achètes commencer par les appartements parce que c'est le début, mais aujourd'hui, tu vois maintenant un peu plus grand, tu achètes les maisons avec appartements parce que ça t'offre un peu plus de flexibilité dans ton but, quoi. Ouais. Parce qu'il faut comprendre, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est que l'immobilier, en réalité, c'est vrai que quand je parle du cash flow. Mais le cash flow ici, là, c'est juste que quand tu as le cash flow, ça améliore ta bonité et ça te permet d'avoir facilement du financement prochainement. Du moins quand tu as le cash flow positif par rapport à celui qui a un cash flow négatif. Mais ce n'est pas avec les 100 euros, 200 euros que tu as là qui peut vraiment te faire devenir riche, qui peut te faire créer le patrimoine. Donc, ce qui crée le patrimoine dans l'immobilier, c'est la valeur ajoutée que tu apportes et les optimisations fiscales que tu peux faire. Et ça, c'est vraiment quand tu as déjà les maisons. Tu peux faire des appartements, mais les marges sont vraiment très réduites par rapport aux maisons. Voilà. OK. Et pour ceux qui ne s'y connaissent pas, qu'est-ce que le cash flow? Bon, le cash flow, c'est juste que quand tu prends la maison, tu regardes les traites mensuelles que tu as, c'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle en allemand le Zinsen, c'est-à-dire le taux d'intérêt que tu prends sur un crédit. Et il y a le Tilgung, c'est-à-dire le remboursement du crédit en soi. Et il y a maintenant ce qu'on appelle le Hausgeld, ce que tu donnes à la copropriété pour l'entretien et les divers travaux de la maison. Donc, ça, ce sont vraiment les dépenses que toi, tu as. Et de l'autre côté, tu as maintenant les entrées qui est essentiel. Du moins, tu as presque une entrée qui est le loyer. C'est vrai que c'est divisé en Kalmit et Nebenkosten. Donc, quand tu fais la soustraction des deux, entre les entrées et les sorties, ce qui reste, c'est ça qu'on appelle globalement le cash flow. Alors, supposons maintenant, je décide que, voilà, moi, je viens de finir mes études, je travaille quelque part, j'ai à peu près, euh, disons, 2 000 € net de salaire. Et comment est-ce que je procède? Ou bien combien est-ce que je dois mettre de côté? Ou bien comment est-ce que je commence pour pouvoir me lancer? Bon, si tu veux finir de travailler et que tu as 2000 euros, 2000 euros, bon, c'est quoi que c'est la condition déjà presque dans la plupart des banques. C'est vrai qu'il y a des banques qui partent moins, mais 2000 euros, c'est vraiment le salaire peut-être minimum que les banques demandent, qu'il faut avoir. Et il te faut avoir au moins un séjour indéterminé. Voilà, ça, ce sont je crois, les conditions les plus importantes. Maintenant, il ne peut pas avoir une chauffeur négative. Voilà. Si tu as rempli ces conditions, là, ça, c'est la condition sine qua non parce qu'on fait avec le financement. Donc, on peut te financer. Oui. Maintenant, moi, je conseille aux gens de se former un peu.
du mieux d'avoir un mentor, mais il faut se former un peu et de commencer à un petit appartement. Je dis aux gens, prends un appartement de marché 100 000 euros. Mhm. Peut-être dans une ville que tu maîtrises bien, une ville qui est peut-être à 1 heure de temps de chez toi. Parce que Mhm. l'avantage d'une ville que tu maîtrises, c'est que moi, je dis toujours, il y a deux villes qu'on maîtrise. Soit la ville où on a fréquenté. Je sais que si moi, je pas à Casarote, je peux dire que ok, si j'ai un appartement ici, je peux peut-être mettre ça en ville et les étudiants vont vivre dans le secteur ici là. Ou bien dans la ville où je vis moi-même, je sais que ok, ici là, si j'ai un appartement de 50 mètres carrés, le loyer peut être à tel niveau. Et je dis qu'elle commence avec ça, même si le cash flow n'est pas très positif, même si ça ne marche pas, je dis toujours, ce n'est pas, cet investissement ne peut pas te faire devenir pauvre bien insolvence en Allemagne. Ça, franchement, ça ne peut pas te faire devenir. Tu pourras peut-être perdre 10 000 euros. Mais avec ça, tu apprends et après, tu vois maintenant quoi. Ouais, petit à petit, quoi. Oui, tu petit à petit, mais tu Tu vas commences avec un comprendre, tu petit vas truc. comprendre le business. Oui, tu comprends le business, tu parles les formations, tu fais les masterminds. Tu dis mieux, tu as un mentor. Moi, je pense que le mentor, c'est le meilleur pour tout le monde, vraiment dans tout business. Quand tu es mentor, c'est super. Donc, Voilà. supposons que, bon, voilà, j'ai mes 2000 euros. Je dis que, bon, OK, je me regarde un peu sur Internet et tout. Voilà, je m'en vais, je regarde sur Internet, je vois un appartement que je pense que c'est truc. Parce que je dis, lorsque on regarde, il y a beaucoup de personnes qui disent que, ah non, quand tu fais l'immobilier locatif, voilà, tu peux avoir un financement de 100%, d'autres disent 110%. Quels sont les avantages? Ou bien il faut venir avec une quote-part, quel est mon apport personnel que quand je me lance dans l'immobilier locatif, que je peux faire, selon ton expérience, comment procéder, surtout au début là, comment procéder dans ce cas-là? À quel niveau? Au niveau du financement, bien au niveau de la recherche, bien au niveau. Au niveau du financement, parce que la première question que quelqu'un se pose, c'est d'abord, est-ce que j'ai l'argent pour pouvoir acheter? Parce que je dis, OK, avec 2000 euros, je ne sais pas quel, bon, en fonction de rythme de vie de chacun, on se pose la question, est-ce que je dois aller prendre la banque qui doit tout financer ou bien je dois cotiser une certaine partie pour avoir un apport personnel avant même de pouvoir, tu vois un peu la réflexion, même Oui, oui, avant oui, même oui, oui, je vois, je vois, je vois. de Bon, chercher même la maison. c'est qu'au début, d'abord, quelqu'un doit se faire ce qu'on appelle en allemand, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais ton Haushaltsrechnung. Ça que c'est très, très important de savoir exactement tes dépenses par mois. Parce que quand tu causes avec les gens pensent qu'ils connaissent les dépenses, mais puis ils ne connaissent pas. Tu dois déjà savoir, jusqu'à savoir que ok, chaque fin du mois, peut-être il me reste sur mes 2000 euros là, 500 euros. Voilà. Parce que quand tu vas partir à la banque va te donner ce qu'on appelle le Selbstauskunft, où tu vas remplir tes dates, hein, combien est-ce que tu touches, combien. Ils vont calculer, ils vont voir ce qui reste. Maintenant, est-ce qu'il faut avoir le gain capital ou pas? On ne peut pas répondre ça directement que oui ou non. Moi, je conseille aux gens d'avoir quand même 10% du prix d'achat. Ça, c'est ce qu'on met sur les cartes. On est bien conseillé à dire, tu vas payer ce qu'on appelle le Grunderwerbsteuer, c'est-à-dire sur le taxe sur la transaction immobilière. Tu vas payer le notaire. Et si tu as un courtier aussi, tu dois payer. Donc, ça fait à peu près 10 à 12%, dépendamment de quel état tu te trouves. Quand tu as ça, tu sais quand même que 80% des banques qui financent l'immobilier sont prêtes à te financer. Mais même si tu n'as pas ça, il y a toujours peut-être encore 10 à 20% des banques qui seront prêtes à te financer. Si vraiment tu n'as pas d'autres crédits, tu n'as pas d'autres trucs qui gâtent ta chauffeur, tu vas toujours trouver quelques banques qui vont te financer. C'est vrai que le taux d'intérêt sera plus élevé parce que le financement dans l'immobilier est simple. Il y a ce qu'on appelle le Beleihung Wert. C'est-à-dire, le Beleihung Wert, c'est comment est-ce que la banque voit ton objet. Et la plupart, c'est-à-dire que, et ce qui est mauvais, c'est que les banques disent que quand tu veux ton objet, tu dis que le prix d'achat de cet appartement, c'est 100 000 euros. La banque, ils ont leurs tools, les algorithmes qui calculent. S'ils voient que le prix vraiment chez eux, ça donne que l'appartement ça coûte vraiment 100 000 euros dans les tools. La plupart des banques, ils ont le bilan ouvert qui oscille entre 60% et 80%. C'est-à-dire que si c'est que tu viens avec un objet qui coûte 100 000 euros et tu dis que moi, je veux juste un crédit peut-être de 70 000 euros, tu auras le taux d'intérêt optimal. Maintenant, si tu dis que non, je ne veux pas 70 000 euros, je veux plutôt 100 000 euros, tu as un taux d'intérêt plus élevé. Il y a certaines banques qui vont dire que nous, on passe jusqu'au bilan ouvert jusqu'à 100%. Donc, ils vont arriver à 100 000 euros, ils vont dire qu'on ne fait plus. Égal ce que tu nous dis, on n'est plus sur ça. Il y a certaines banques qui vont dire que si tu veux qu'on te donne encore 120%, 110%, on va mettre le off-slack sur ça, on va augmenter le taux d'intérêt. Voilà. Donc, si tu peux trouver ça, ça va. Est-ce que le bilan verte, c'est un indicateur si tu as, si ta maison, le prix à laquelle tu as acheté ta maison, tu l'as acheté cher
au moins cher. C'est un indicateur ou Oui, c'est bien... quand même déjà un indicateur. Le bilan ouvert, ça, c'est quand même un indicateur. Mais ce n'est pas vraiment un indicateur. Parce que les banques ont des algorithmes qui ne reflètent pas de fois la réalité. Mhm, Parce que sur l'immobilier, il y a tellement de façons de calculer la valeur d'un objet que c'est difficile de savoir. Parce que, par exemple, les actions. Si tu passes sur un, te dis mhm, que l'action de Apple, c'est pas 1000 euros, bien 1000 dollars. mhm. Partout dans le monde, à l'instant T, là, c'est 1000 dollars. Ah, c'est Or, vrai. l'immobilier, c'est une affaire d'offre et de demande. C'est-à-dire, tu me Mhm, dis que tu me vends ton appartement à 100 000 euros. Si moi, je veux voir que l'appartement mérite que je donne 100 000 euros, peut-être que je viens à Stuttgart, je veux vraiment rester au centre de Stuttgart, j'ai besoin d'un appartement au centre de Stuttgart, je ne trouve pas. J'achète. Mais est-ce mhm. que si on veut construire l'appartement là demain, est-ce qu'on a besoin de 100 000 euros sur ça? Ça, c'est difficile à répondre. On ne peut pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a souvent Ok. les trucs, les étapes vers faire Faren, les réglages vers faire Mhm, Faren. Il y a tellement de façons de calculer. Donc, les banques ont les algorithmes mhm. que des fois, même si c'était une finance macro, ne peuvent pas t'expliquer vraiment. Ah, Et le ok. bilan ouvert là, diffère des fois d'une banque à l'autre s'ils Mhm. n'utilisent pas le même tools. Ouais, je vois. Voilà. Donc, ok. Donc, bon, c'est ça aussi qui, moi, particulièrement, qui fait dans les actions des ETF, c'est ça qui me plaît particulièrement dans ce domaine-là, c'est qu'il y a une certaine transparence sur, je veux dire, si toi et moi, on part à la banque, on regarde le prix de, comme tu as dit, Apple, on va nous vendre l'action de Apple au même prix. Ouais. Or, une maison, on peut avoir la même maison, en fonction de ta chat, si on peut mettre une argumentation, toi, on peut te donner un prix, moi, on me donne un autre prix. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Non, c'est ça, quoi. Donc, bon, après, chaque marché a ses avantages et, et inconvénients. Quand je regarde, par exemple, le prix de l'immobilier, hein, Ouais. ces 10 dernières années-ci, je regardais encore avant l'interview, ces 10 dernières années-ci, les taux sont vraiment bas. Pendant ce temps, en même temps, les prix augmentent. Et dans les groupes même de l'immobilier, là où je suis, les investisseurs, les investisseurs sont assez prudents aujourd'hui sur, sur l'opportunité parce que la concurrence est plus facile. Je veux dire, un marqueur a d'autres tools, a d'autres possibilités d'accéder au marché que moi, Joël, qui peut-être aujourd'hui dit que, bon, OK, après l'interview de Steve, il me faut un appartement. Tu vois un peu, non? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore possible de trouver un objet à bon prix? Et comment est-ce que je peux procéder? Bon, on trouve toujours le bon prix, mais il y a aussi le risque que, puisque les prix augmentent, ont tellement augmenté ces 5 dernières années, du moins ces 10 dernières années, après la crise de 2009, là, les prix de l'immobilier ont vraiment augmenté. Mais jusqu'à ça ne tienne, les gens font toutes des bonnes opportunités. Donc, tu peux, quand moi je dis aux gens, c'est que le tool qui a peut-être 80% du marché, c'est ImmoScout. Tu passes sur ImmoScout, tu identifies par exemple une ville où tu vas investir à Castleton. Tu essaies de regarder, tu fais la moyenne, tu te poses quelques questions. Ok, si je suis à Castleton, j'ai investi par exemple à côté de l'université, par exemple ma cible sont les étudiants. Quelle est la probabilité qu'il y ait plus d'étudiants à l'université Castleton? Tu te poses cette question, si tu as une réponse, tu donnes. Est-ce que si demain on dit que l'appartement que j'ai acheté à 100 000 euros là vaut 80 000 euros, est-ce que l'étudiant qui paye 500 euros là, je vais l'appeler pour dire qu'il paye 400 euros? Non. Donc tu te poses cette question là et tu continues. C'est que si c'est un investissement à long terme, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment, il y aura correcteur. Mais si c'est que tu es dans le long terme, ça va encore remonter. C'est un peu comme dans les actions quand tu investis à long terme. Même si tu es un spéculant, c'est vrai que tu n'achètes pas les immobiliers pour spéculer en disant que non, les prix peuvent augmenter. Ce n'est pas la réalité. Les prix peuvent aussi redescendre un jour. Mais les loyers, je ne sais pas, du moins depuis que je suis en Allemagne, on ne m'a jamais écrit pour dire que le prix des loyers ont baissé. Donc, voilà. Donc, même si demain les prix diminuent et que ton appartement est sur le long terme, tu dis seulement que, OK, j'ai continué à mettre en location et ça va encore augmenter. Et pour voir aussi pourquoi les prix augmentent, mais c'est que même pour le prix qui augmente là, il faut voir qu'il y a beaucoup de facteurs. L'un des premiers facteurs qui font à ce que les prix augmentent aujourd'hui, c'est le taux directeur de la BCE qui est très faible. Parce que les millionnaires, un gars par exemple a hérité d'1 million d'euros. Il fait quoi avec 1 million d'euros aussi? Si un mec à la banque, il y a déjà ce qu'on appelle les Strafzinsen. Donc c'est toi qui as encore payé les Zinsen à la banque pour ça. Ou bien même s'il n'y a pas les Strafzinsen, tu vas payer, on va te donner 0,0. Lui il dit que je préfère le mec dans un appartement même si j'ai une rentabilité de 3%. C'est 1000 fois mieux que d'aller mettre dans une banque. Voilà. Ça veut dire que si demain, les taux d'intérêt dans les banques augmentent, une conséquence peut être aussi que les prix de l'immobilier vont chuter. Parce qu'il y aura peu d'investisseurs vont retirer l'argent dans l'immobilier pour aller encore remettre dans la banque. Donc, il y a tous ces facteurs-là. Et je veux dire, toi, quels sont les outils ou bien les tools que tu utilises? Tu as parlé tout à l'heure d'Imo Scout pour faire une recherche. Sinon, quel,
quel outil utilises-tu encore pour rechercher le bon J'utilise objet? principalement Imoscope. C'est qu'il y a il y a trop de fantasmes avec les trucs off-market, immobilier, tous ces trucs-là. Mais il faut dire que 80% du business se passe en ligne. Et la grande partie, c'est sur Imoscope. Et il y a toujours le bon deal. La seule question, c'est que, est-ce que s'il y a un bon deal, est-ce que c'est à toi qui va qu'on va donner? C'est pour ça qu'il faut se préparer. Et l'un des arguments qui peut plus mieux se préparer, c'est d'abord le financement. Voilà. Tu dois avoir le financement et pouvoir être convaincant pour qu'on te vende cet appartement. Par exemple, la maison dans laquelle je vis, Oui. c'était sur le net à 1 300 000 euros. Mhm. Je suis Mhm. venu visiter la maison. Je n'avais pas vraiment objectif d'acheter. Parce que franchement, jusqu'à là, ma première acquisition, c'était de 500 000 euros. Non, 375 000 euros. Une maison à Castletown. Donc, je venais juste passer, comme c'était à côté de moi, j'ai dit que, ok. Je m'en vais aussi voir les gens des maisons d'1 300 000, les gens des gens qui viennent là-bas. Bon, quand moi j'arrive d'abord là-bas, je vois d'abord une vieille Opel Astra. Quand ils voient d'abord les gens qui d'abord garer leur voiture, ils sont d'abord, c'est-à-dire, la mère me dit d'abord que il fait mite qu'à nouveau, nous. Ok. Bon, moi je suis toujours fort préparé. J'ai d'abord mon Mhm. financier qui est dans la main et Oui. j'ai toujours ma carte de visite qui est écrite en grand caractère. Diplôme ingénieur, ça que Dieu a que diplôme ingénieur, c'est pas seulement pour chercher les petites filles, c'est aussi pour chercher les opportunités. Donc, quand je viens comme ça, je plaque d'abord ma carte de visite d'abord sur les mains. Et par le je te donne mon financement péché. Donc, tu vas avoir financement péché, je crois que quoi, c'était encore 1 million d'euros quand même. Et tu sais, nous sommes dans un pays capitaliste, hein. Et dès qu'on Bien voit comme sûr. ça, ta peau noire là, ça quitte d'abord. Ça- Donc, tu vois comment la mère là d'abord, elle me gère d'abord. C'est vrai que le marque dit à la mère là que non, quand la mère a dit comme ça, le marque s'est un peu senti un peu. Voilà, plus c'est celui Gêné. qui m'a invité. Oui. Voilà, donc, on a commencé à discuter. Bon, j'ai regardé, il y avait les gens là-bas qui étaient vraiment. Quand ils voient même d'abord leur voiture, je ne savais même pas quel truc on devait me donner. Bon, mais le seul argument que j'avais, c'est que j'avais quand même le financement. Oui. Voilà, donc quand je vois cette maison, je rentre. Parce que quand tu rentres, il y a tout ce qu'on dit que tu dois demander à ton Angebot pour la maison. Mhm. Mhm. Ton offre que tu fais pour Oui, acheter. tu l'offres. Bon, Mhm. à l'époque, c'était 1 300 000. Il fallait encore venir maintenant avec les CAF Nebenko, c'est de 12% de 1 300 000. Nous sommes après à 1 Mhm. 500 000. Oui. J'ai dit au gars là que, tu sais quoi, pour toute ta maison là, compris même les Mhm. CAF Nebenko, c'est 1 200 000. Mhm. Il me dit que Vipite, dit que non, voilà ce que je te donne. Si ce que tu ne vois pas, non, vends à quelqu'un d'autre. Moi, je n'ai pas de stress. Donc, je ne vais même pas pour acheter ça. Il ne croit même pas qu'il va me financer ça. Du moins, c'est ce qu'il me disait dans ma tête. Donc, Eh oui. on est resté comme ça. Le gars me dit, OK, qui va parler avec la personne, mais qui pense qu'il y a des gens qui bitent mieux. Il y a un Mhm. couple, il y a une famille, je crois, je sais pas, je crois que c'était les Russes, qui a une bite mieux, mais qui n'ont pas trouvé le financement. Mhm. Or, la mère, si, peut-être on va encore ver ce thème-là, elles étaient période de divorce. Ça que Dieu, gens, quand vous mariez, vous achetez une maison, faites attention. Les gens croient toujours que c'est trop, mais j'ai dit c'est très important. Elle était en période de divorce, ça veut dire que les deux même ne se causaient plus. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'argent pour se Mhm. séparer, pour ne plus rien avoir ensemble. Séparé. Ça veut dire Oui. que le petit négro qui a déjà le financement là est quand même important. Oui. Mais ça, c'est où il m'appelle, il me dit est-ce que mon offre est encore valable? Je dis que oui, c'est valable. Mais sache que mon offre est valable quand il va envoyer mon banquier et je vais venir avec, je ne sais pas comment on dit ça en français, mon good acte, celui qui vient vérifier la maison pour voir si ça a la valeur. L'aspect immobilier. Voilà l'expert. Donc, il accepte mon offre, il dit que, OK, on envoie mon expert. Non, du moins, l'expert, c'est toujours la banque qui envoie. Parce qu'avant de Mhm. financer les gros montants, quoi qu'à partir de 500 000 euros, la banque envoie toujours un expert pour voir si la valeur. Puis, le gars vient, il vérifie la maison, il vérifie, il dit que non, que la maison a une valeur supérieure à même ce que je fais là. C'est vrai qu'il y a Mhm. des travaux à faire. Je lui dis que vous allez écrire un email. Dans l'email, là, vous allez dire que. Parce que j'avais à causer avec le marque. Il dit qu'il a vu que Mhm. le problème de la mère, c'est qu'elle a besoin d'argent. Oui. Voilà. J'ai dit au tu là que vous allez écrire un email en disant que nous sommes prêts à financer M. Meni pour cette maison, mais vu ceci, ce qui a fait sur la maison, on est prêt à financer la maison juste à 900 000 et le reste, les cartes de banque conseil, il va prendre ça lui-même. Donc, c'est le maître de la banque comme ça là. Parce que la messe, psychologiquement, il y a quelqu'un est venu, il n'a pas eu le financement. Voici un gars qui a envoyé la banque a dit que ta maison vaut 900 000. Est-ce que tu vas le refuser pour aller encore chercher quelqu'un pour qu'une banque dise encore c'est 900 000? Exactement. Voilà. Cette stratégie d'achat là, Oui. c'est C'est comme important ça qu'on me vend lorsqu'on. la maison à 900 000. Voilà. Donc, je finance. Donc, ce sont des petits trucs comme ça là. Et moi, quand j'arrive à une maison, quelque chose à le vendre, je crée toujours un truc bizarre. Je veux toujours ce personne chez truc là, que je prêche là.
Donc, par exemple, je visite ta maison, parce que c'est là-bas que ça se joue. Quand j'ai le financement, je vais visiter ta maison, je vais seulement dire les points positifs sur ta maison. Le point négatif commence quand je suis sûr que la maison est réservée pour moi. C'est où je commence à te dire que, est-ce que tu sais que le toit, là, on doit refaire ça? Est-ce que tu sais qu'il y a ceci qu'il faut refaire? Est-ce que Oui. tu sais, des fois, ça marche. Je ne dis pas que ça marche toujours. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Donc, il faut, parce que, imagine, tu es noir. Par exemple, ici à Chinois, je suis comme un appartement de 200 000 euros. Oui. Tout le monde a Sugar pour acheter l'appartement de 200 000 euros. Tu crois que tu vas faire comment pour qu'on te donne ça? Non, ce que tu viens seulement comme ça, là, que ça m'intéresse. OK? Donc, ce n'est pas qu'il y a trop. Il y a des bons appartements moins chers, mais c'est difficile et la concurrence est rude. Donc, elle dit aux gens, cherchez constamment. Maîtrisez vos domaines. Moi, j'ai les Zouk Anfag que j'ai mis sur les IMO Score, les eBay Kleinanzeigen, les IMO Vert, les Ting IMO. Bon, Ting IMO, quand même, pour un débutant, c'est pas bien parce que là, c'est payant. Et je connais déjà, comme on dit, tu dois connaître ton secteur où tu cherches. Donc, quand j'ai une annonce, ping, il y a une nouvelle offre. J'ai besoin seulement de 3 secondes pour voir les chiffres comme ça et savoir que c'est intéressant pour moi, bien j'ai pu effacer. Et quels sont, peut-être pas tous, mais quels sont les premiers, j'aime dire quoi, les 5, 4, les critères les plus importants? Par exemple, tu as dit tout à l'heure qu'il faut connaître, là, son secteur. Donc, ça veut dire que, est-ce que je dois supposer que là, maintenant, tu achètes un peu plus à Caselotte ou bien je te garde? Bon, j'ai acheté à Casablanca, j'achète pas parce que, bon, le Ovan pour partir loin là-bas, j'ai plus le temps, mais je suis maintenant dans le gros home Stuttgart. Voilà, Ok. je suis Donc, le gros home tu Stuttgart. maîtrises à peu près Ouais, le marché de Stuttgart et environ. ouais, je suis le gros home Stuttgart. C'est vraiment, vraiment que j'investis ça des temps-ci. Ok. Et quels sont, tu as dit, tu as tes critères là. Est-ce que tu peux, sans vouloir, vouloir que tu Les ouvres critères pour toutes les trouver une maison. techniques? Bon, le premier critère que je regarde d'abord les chiffres. Parce que le plus important Mhm, pour moi d'abord, c'est même pas trop le cash flow. Parce que je pense que le cash flow, on peut optimiser avec le temps. C'est d'abord le prix au mhm. mètre carré. Oui. Parce que c'est d'abord ça que la banque regarde. Donc, je regarde mon secteur, c'est que bon, dans le secteur, si les maisons sont peut-être à moins de 3 000 euros le mètre carré. Donc, quand je vois une maison Mhm, qui est peut-être à 2 500 euros le mètre carré, c'est que je dois tout faire pour qu'on me donne la maison. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. ouais, Donc, c'est d'abord le premier critère que je regarde. mhm, Quand la maison est déjà à 3 000 euros le mètre carré, pour moi, c'est plus intéressant. Parce que dans l'immobilier, il faut mhm. toujours voir le bénéfice. La plupart du temps, c'est à l'achat. Ce n'est pas après. Naturellement. Pas seulement Voilà. l'immobilier, dans tous les business, le Donc, c'est à bénéfice se fait l'achat. à l'achat. Oui. Donc, quand je regarde déjà un prix comme ça, là, donc je regarde d'abord le prix au mètre carré. Bon, Mhm, si la maison est déjà en location, je regarde quel est l'actuel, quel est le montant du loyer à l'heure-ci. mhm, Si je vois que le montant du loyer est peut-être bas, parce que quand tu peux créer ton secteur, tu sais que bon, si c'est à Stuttgart, tu vois un appartement, qu'on loue à 8 euros le mètre carré, tu comprends déjà que non. Il y a le potentiel. La question que je te pose, c'est que pourquoi est-ce que c'est à 8 euros le mètre carré? Ça tout peut à être que fait. le locataire, bon, du moins le bailleur, c'est quelqu'un qui a son argent, lui, il s'en fout, augmenter 2 euros, c'est pas son problème là-bas. Ouais. Ou bien c'est peut-être la maison est en très mauvais état, et c'est la Mhm, condition pour laquelle c'est comme ça. Du moins, ce sont les questions que je regarde, le loyer. Et mhm. maintenant, il y a certains chiffres que je peux regarder par rapport aux images. Du moins, c'est quand le prix au mètre carré est intéressant, c'est où Oui. je lis vraiment l'annonce. Le reste. Mhm, Oui, quand le prix du mètre carré est intéressant, là, maintenant, je lis l'annonce, je vois. Là, maintenant, je regarde le loyer. Est-ce que le loyer est bon? Maintenant, je regarde l'état de la maison. mhm. Voilà. Et moi, je suis plus toujours sur les maisons qui ne sont pas dans de très bons états parce que c'est ça qui crée le patrimoine. Parce que peut-être on Mhm. pourra encore revenir sur ça. C'est là-bas qu'on crée la fortune avec l'immobilier. Tout le reste, là, Ouais. vraiment, soit c'est la spéculation, mais toujours la chance. Mais sinon, donc, quand tu regardes le potentiel. Est-ce que cette maison a le potentiel? Et maintenant, qu'elle pas. Oui. Donc, quand je pas mettre la visite, j'essaie de regarder vraiment l'état. Là, maintenant, je peux vraiment voir. Là, maintenant, c'est plus qu'est-ce qu'il faut investir pour que la maison soit en bon état. Mhm. Et tu regardes aussi les protocoles. Je veux dire, si c'est un appartement, ou bien, tu as dit aussi que tu ne fais plus trop dans les appartements, mais si c'est un appartement, est-ce que c'est important de regarder les protocoles des réunions? C'est qu'il y a la réunion des propriétaires ben, des copropriétaires qu'on fait là. Est-ce que pour toi, ça a une importance particulière? Non, c'est même très, très important. Du moins, tu achètes un appartement sans lire ça, si. Je sais pas ce que tu fais. C'est une erreur très grave. Mais Et quelle ce n'est pas information encore on du choix trouve pour là? aller visiter la Qu'est-ce maison. qu'on trouve? Ah, ok. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Moi, je commence à demander ça quand l'appartement est presque est réservé pour moi. Parce que ça me sert à rien d'étudier le dossier. Parce que moi, tout ce qui sera à l'intérieur, les négatifs vont me servir à diminuer le prix. Mhm. Donc, tu réserves d'abord la maison. Pas quand tu as ta maison, tu dis, oh, schön, tu as non. Oh, kann man hier ein Zimmer, kann man hier ein Arbeitsbüro, kann man. Et tu te donnes seulement la possibilité, montre que ta maison, tu sais, les Allemands, ils aiment souvent un peu les choses comme ça là. Oui.
Maintenant, quand tu réserves la maison pour moi, tu te dis que, OK, je suis à partir à la banque, j'ai déjà le financement, mais toi-même, tu connais que pourquoi on part sur le notaire, j'ai besoin de tous les documents ici. Maintenant, quand tu me donnes l'opportunité, comme tu donnes le protocole des 3 dernières années, quand je dis que, on a dit que dans 2 ans, on doit refaire le chauffage. Et quand je vois ici, là, si on doit refaire le chauffage ici, là, moi, je dois donner 5 000 euros. Mais est-ce que tu ne vois pas que c'est tort par rapport au prix? Ça veut dire que il faut qu'on voit sur le prix, là, comment un peu tu peux faire quelque chose, quoi. Oui, Oui. voilà. Donc, tu dis que oui, bon, je ne veux pas stresser sur les 5 000 euros, là. Moi, je vais prendre 2 000 euros, toi, tu donnes 3 000 euros. Et Parce que c'est comme ça oui, que tu oui, négocies le prix d'achat. oui, parce que c'est après ça que tu dois regarder, aller même passer, des fois, les locataires écrivent que la maison c'est 70 mètres carrés, mais quand tu mesures, c'est peut-être 65 mètres carrés. Donc, c'est après tout Waouh! ça que je mesure avec toi. Bon, je ne mesure pas toute la maison, parce que moi, j'ai déjà mon truc, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Les lasers, là, non. Oui, je Bon, je vois un peux, peu je peux les passer dans une lasers. chambre comme ça, là, où il a mis que la chambre ici, c'est 20 mètres carrés, j'essaie de prendre. Si je vois que c'est 18 mètres carrés, ça me dit que, oh, ça veut dire que d'autres choses ne passent pas. Ne passe Je pas, sais oui. pas les mesures comme ça. Mais s'il y a tout ça qui ne stime pas là, il lui dit que non. Si, ça me permet juste là pour réduire le prix. Or, si tu viens au début, tu vois que dans la maison, quelqu'un tu commences à dire que non, ceci, il manque. Ceci, il va te chasser. Donc, c'est un peu tous ces petits trucs-là. Aujourd'hui, je remarque qu'aujourd'hui, tu fais beaucoup de choses. Toi-même, tu dis, tu viens avec ton mèche laser, en fait, ton appareil laser pour mesurer, par exemple, la superficie. Est-ce que tu te fais souvent, ou bien tu t'es fait accompagner par les good actors, ou bien en français, on dit les experts immobiliers. Est-ce que tu te fais accompagner, ou bien, en général, est-ce que tu conseilles de se faire accompagner par cette expertise-là? Bon, mais pour un veau, non, c'est pas trop nécessaire. Mais pour un bien famille, moi, je n'achète jamais sans quelqu'un comme ça. Je pars toujours avec un good actor, avec un expert immobilier. Ça, c'est. Du moins, déjà que la plupart du temps, d'abord, la banque elle-même envoie sa personne. Mais moi-même, il y a les gars qui savent que je travaille avec eux. On Allô? est dans un autre système un peu. Bon, ils viennent comme ça, ils voient la maison, ils me disent que bon, ici, il faut acter dans ceci. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Laissez-nous 5 étoiles et abonnez-vous si vous écoutez sur Apple Podcast. Si vous écoutez sur toute autre plateforme, abonnez-vous pour ne louper aucun épisode. Ciao, ciao.